Bien, nous reprenons cette séance en entrant de plein pied sur la problématique de la médecine cette fois. Alors vous savez que, et le président l'a rappelé ce matin, et Jean-Pierre Nougier également, que c'est un pied d'appui sur ce triptyque qui est constitué par soigner, nourrir et protéger. C'est l'ICIT qui est porté désormais par l'université de Montpellier et qui donne une direction. Ça ne veut pas dire qu'on se limite à ces orientations-là, mais c'est quand même une direction forte, une direction en termes, disons, d'excellence et qui rassemble des chercheurs, des organismes, les instituts, les écoles sur ces problématiques-là. Et là, je trouve que typiquement, on est dans l'histoire montpelliéraine, avec un passé très fort sur ces domaines de la médecine. 1000 ans ininterrompus d'enseignement de la médecine. Je pense que c'est une chose qui est tout à fait singulière, mais qui n'est pas figée dans sa forme, qui est en dynamique et qui se tourne vers demain pour essayer de mieux comprendre. Et je crois que l'histoire éclaire particulièrement bien les questions de l'avenir dans le domaine des sciences. Alors, nous accueillons désormais Jean-Paul Sénac, qui est professeur d'université donc à l'université de Montpellier, et Élisée Lopez, qui est docteur en médecine et membre de l'Académie des sciences et des lettres, avec un intitulé qui est tout à fait explicite, l'imagerie médicale. Et là, je crois que c'est bien quelque chose qui a bien changé dans le domaine de la médecine. C'est effectivement la façon dont on peut voir les choses, lire les choses, interpréter les choses entre passé, présent et avenir. Donc, je vous laisse la parole. Vous comptez Merci. parler tous les deux l'un après l'autre ou un deux voix simultanées Je vais parler. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vais donc, dans quelques moments, donner quelques indications sur l'imagerie médicale à Montpellier, passé, présent, avenir. Et je dois dire que j'ai le plaisir et la joie, puisque c'est mon cousin, et en même temps le plaisir, puis ça a été mon maître, d'avoir le professeur Lamarck, qui a incarné cette discipline à Montpellier, et qui est donc présent ici, et pourra répondre aux questions que l'on lui posera. Donc, imagerie médicale Montpellier, passé, présent, avenir. Alors, comme plan général, voilà à peu près ce que je vais prendre. Je vais parler des hommes, des orientations du professeur Jean-Louis Lamarck qui ont été essentielles dans cette discipline, des différents secteurs spécialisés d'imagerie qui existent aujourd'hui, de la nouvelle imagerie, bien sûr, des substitutions et disparitions des anciennes imageries. Je parlerai plus particulièrement du scanner X, de l'IRM et du PET-scan, car je ne peux pas aborder toutes les techniques d'imagerie. Et je les aborderai avec quelques illustrations cliniques. Et nous parlerons aussi du parc montpelliérain d'imagerie, savoir si nous sommes bien équipés à Montpellier pour répondre aux besoins des malades. Alors, l'imagerie vient de ce monsieur, William Conrad Röntgen, que vous voyez ici, et qui a découvert les rayons X et qui a fait une radiographie de sa femme qui passait à ce moment-là dans son bureau, elle devait le surveiller, elle est passée, il a fait la radiographie de sa main. Et cette radiographie qui est ici n'est pas la radiographie de la main de Mme Röntgen. Pourquoi? Vous l'avez tous deviné, parce que Mme Röntgen avait une bague. Et que là, c'est une radiographie de main sans bague. Donc, ce n'est pas Mme Röntgen. Bon, cette découverte a eu lieu en 1895. Il travaillait sur les tubes de Crookes, c'est-à-dire sur les rayons cathodiques. Et il a découvert ces rayons X, qu'il a appelés X parce qu'il ne savait pas comment les appeler, en 1895. Et très rapidement, la diffusion de cette radiographie s'est faite à travers toute l'Europe. Et en particulier chez les dentistes, 3 semaines après, je crois, il y a eu les premières radiographies dentaires. Il ne faut pas oublier quand même que la pause pour ces radiographies était d'environ 25 minutes. Il fallait attendre 25 minutes pour obtenir une image. Et à Montpellier, le professeur Humbert, que voici, et qui était titulaire de la chaire de physique, a fait les premières radiographies 3 mois après la découverte de Röntgen. Donc vous voyez, Montpellier n'était pas en reste vis-à-vis de la radiographie. Le professeur Humbert était aidé par le professeur Bertin Sens, qui était son élève, son successeur, et tous les deux, à Saint-Éloi, dans un laboratoire de physique, ils ont fait des radiographies, s'amusaient, ils radiographiaient des insectes, bien sûr des humains, mais enfin c'était vraiment la découverte à la mode. Faisant suite dans l'histoire de la médecine, apparaît le professeur Pech, qui est successeur donc du professeur Humbert et du professeur Bertin Sens, et qui a la chaire de physique médicale. Monsieur Lamarck peut-être parlera de monsieur Pech à la fin.
Ensuite apparaît un professeur qui va marquer profondément la radiologie et l'électroradiologie à Montpellier. C'est le professeur Paul Lamarck, le père du professeur Jean-Louis Lamarck. Ce professeur Paul Lamarck est un médecin, ce n'est pas un physicien, les autres étaient des physiciens. Il a une forte de connaissances en physique, il a même des diplômes scientifiques. Et donc il arrive en 1927 à Montpellier, il vient de Bordeaux, il a été élève du professeur Bergonnier, et c'est lui qui va en définitive fonder la véritable radiologie, radiothérapie montpelliéraine. Le voilà, le professeur Lamarck, avec à sa droite son élève, le professeur Bétoulière, qui lui aussi aura une part très importante dans la radiologie montpelliéraine. Le professeur Bétoulière, en effet, élève du professeur Lamarck, va donc lui succéder, ou du moins travailler avec lui, ou s'orienter vers une voie qui est la voie du radiodiagnostic, alors que le professeur Lamarck s'orientera plutôt vers la voie de la thérapie, en devenant directeur du centre anticancéreux. Alors voici quelques anciens appareillages de l'époque, avec des appareillages, vous voyez, pour les tomographies, pour la radioscopie, une table d'artériophlébos. On voit ici des images de TOGD, des images très anciennes. En effet, le département où se fait la radiologie est la chaire de physique médicale. Cette chaire de physique médicale gère tout ce qui concerne les applications de l'électricité à la médecine. Aussi bien, par exemple, l'électrocardiogramme que l'électroencéphalogramme, que l'électrothérapie, c'est-à-dire le traitement par l'électricité. Et dans cette chaire de physique médicale, il y a donc deux responsables, le professeur Paul Lamarck, qui va s'orienter assez rapidement vers la radiothérapie, les isotopes, et donc va devenir directeur du centre anticancéreux, et le radiodiagnostic que le professeur Bétoulière va assumer. Alors voilà par exemple une des soutenances de thèse, vous me reconnaissez peut-être, où vous voyez le professeur Lamarck, le professeur Bétoulière qui est au perchoir, et en bas vous reconnaissez qui? Vous le reconnaissez, ceux qui sont en bas? Il y a le professeur Latour et le professeur Vidal. Voilà 3 générations de radiologues. On voit ici le professeur Bétoulière, le professeur Lamarck, moi-même, et un tableau du professeur Paul Lamarck. Alors, venons maintenant aux orientations qu'amène le professeur Jean-Louis Lamarck. Jean-Louis Lamarck, donc, devient l'un des plus jeunes agrégés de France. Il se consacre, bien sûr, à la radiologie, au radiodiagnostic, et il va créer, en 1967, le Conseil des enseignants de radiologie de France, le CERF, qui regroupe plusieurs professeurs agrégés de radiologie, issus tous de l'internat. Et d'emblée, ils vont séparer le diagnostic et la thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y aura une option diagnostique et une option thérapeutique. L'orientation clinique des radiologues va être décidée à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que vous avez vu que les premiers radiologues étaient des physiciens, ensuite c'était des médecins physiciens, mais enfin issus de la physique. Et ils étaient largement méprisés par nos collègues cliniciens qui les considéraient comme des photographes ou des gens à qui on demandait une bonne photo et puis surtout de ne pas l'interpréter. Donc il y avait, si vous voulez, cette espèce de mépris des cliniciens vis-à-vis des radiologues, et pour aller contre ce mépris et pour donner à la radiologie ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de donner à ceux qui interprètent des qualités, le professeur Lamarck va donner une orientation clinique aux radiologues, c'est-à-dire qu'il va prendre comme élèves que des anciens internes et va axer la radiologie sur la clinique. Et c'est ainsi qu'il va y avoir une création des secteurs d'imagerie médicale spécialisés, dont nous verrons d'ailleurs la définition. Et le professeur Lamarck va promouvoir la nouvelle imagerie, nous allons y revenir, et la création des plateaux d'imagerie. Alors, les différents secteurs spécialisés de la discipline, vous les voyez ici, je ne vais pas tous les détailler, mais vous voyez la neuroradiologie avec le professeur Philippe Castan, la radiopédiatrie avec le docteur Ferrand, docteur Couture, je crois que le docteur Voisin est là. Ensuite, cardiovasculaire, la radiologie digestive, enfin toutes les spécialités, la scénologie que le professeur Lamarck va développer avec le dépistage, avec tout ce développement international des maladies du sein. Et donc vous voyez, plusieurs secteurs spécialisés vont être définis à partir de cette discipline de radiologie.
Alors la nouvelle imagerie sera évidemment très importante pour promouvoir, disons, la valeur de l'imagerie au niveau disons, de la clinique. Et cette nouvelle imagerie, eh bien, c'est la numérisation de l'image. L'image n'est plus une image analogique, c'est une image numérisée qui va permettre, par exemple, les mammographies, le OS système, etc. L'échographie Doppler, qui est très important, échocardiographie, tout le monde connaît ce système-là, qui évidemment est extrêmement important. La radiologie interventionnelle, qui est une part de la radiologie très importante aussi. Vous savez, c'est pouvoir dilater les artères, mettre des stents, etc. C'est moi qui dilatais la première artère à Montpellier. Et donc, on peut mettre des stents. Aujourd'hui, on met des stents dans les coronaires, dans toutes sortes d'artères. On fait des ponctions. Enfin, la radiologie interventionnelle s'est très fortement développée. Au début de la radiologie interventionnelle, les chirurgiens ont crié au loup. Ils disaient, mais c'est pas possible de faire des choses pareilles. Vous allez exploser ces artères, je les vois, etc. Et tout. Et puis, comme ils voyaient que ça marchait bien, eh bien, au bout d'un certain temps, ils ont dit, ben, on va la prendre pour nous. Et donc, ils pratiquent eux-mêmes la radiologie interventionnelle. Ensuite, le scanner X ou tomodensitométrie, qui a été un bouleversement de l'imagerie. Nous allons en reparler. L'image par résonance magnétique aussi, et la médecine nucléaire, qui s'est fortement développée avec la scintigraphie et surtout le PET scan. Alors, dans cette apparition de la nouvelle imagerie, eh bien, il y a eu des substitutions et des disparitions. Eh bien, il y a eu disparition d'examens qui étaient des examens cruels, douloureux, comme la pneumoencéphalographie gazeuse, l'artérographie cérébrale par fonction directe des artères carotides au niveau du cou, l'amylographie au lipodol, les artérographies digestives, etc. Tout ce qui est rouge, là, est le plus cruel qui a disparu, ce qui est jaune, un peu moins. Certains examens ont totalement disparu, comme la lymphographie, par exemple. Il y a beaucoup d'examens qui ont disparu, peut-être même vous en avez subi certains, comme l'arthrographie, l'hystérographie, l'urographie intraveineuse, la thermographie. La thermographie, ça a été une impasse. La thermographie, on a cru pendant quelque temps que ça pouvait amener des diagnostics. En fait, ça n'a rien amené. Donc, elle a été abandonnée. Tomographie pulmonaire, bronchographie, billigraphie, transit de barité. Moi, je me rappelle, quand j'étais interne, le transit de barité, mais c'était quand on arrivait dans les cabinets de radiologie, on voyait que ça, du transit de barité, lavement barité, etc. Ça a totalement disparu. Alors, voyons un mot sur le scanner X. Alors, le scanner X, eh bien, le scanner X, le principe, c'est de mettre dans un anneau, vous voyez l'anneau, on a enlevé le capot, là, sur la droite. Dans un anneau, vous avez un tube à rayons X et en face, un détecteur. Et en faisant tourner tube à rayons X et détecteur autour d'un malade qui est allongé sur une table ici, un malade, on va faire une coupe. Et cette coupe va être une coupe axiale de l'individu. Alors au début de la tomodensitométrie, au début, le temps de réalisation de cet examen était long. On faisait coupe par coupe, on faisait une coupe, puis on déplaçait la table, une deuxième coupe, et ainsi de suite. Donc on n'avait pas de continuité dans l'acquisition, et c'était long à la fois de réalisation et long de calcul pour faire les images. Alors, l'évolution de la tomodensitométrie a été très vite améliorée par des améliorations spectaculaires, qu'a été l'apparition du mode spiralé. Alors le mode spiralé, c'est tout simple. C'est on fait tourner le tube et les détecteurs de façon continue dans sa gaine et on déplace le lit à travers l'anneau. De telle sorte que au lieu d'avoir simplement une coupe, on a une espèce de spirale qui permet d'avoir un calcul volumique de la totalité de l'individu. Et la dernière amélioration, après le mode spiralé, c'est qu'en face du tube à rayons X, on n'a plus qu'une barrette de détecteur, mais on a plusieurs barrettes de détecteurs. C'est ce qu'on appelle le scanner multi-barrette. Eh bien, en une seule rotation qu'on va faire le plus rapidement possible, on va pouvoir avoir, par exemple, 36 ou 64 barrettes qui vont être impressionnées, donc la totalité, par exemple, du thorax. Alors voilà une illustration, j'espère que ça va marcher. Voilà par exemple, vous voyez, le tube et détecteur qui tourne, le capot a été enlevé. Vous voyez à quelle allure ça va.
là, ça permet de faire une rotation en 0,2 secondes. Il ne faut pas quand même que ça se détraque. Hein. Alors ensuite, ça va. Alors voilà le type d'image qu'on peut obtenir, vous voyez. On peut obtenir des images en 3D. Vous voyez, un corps entier qui se dévoile devant vos yeux. Vous voyez qu'il tourne avec l'aorte, le cœur, les reins, le rachis, les alliés iliaques, les articulations coxo-fémorales, les côtes, tous les vaisseaux qui s'injectent. Et vous voyez ici, il y a un pont suspubien en bas avec une lésion de l'iliaque interne, l'iliaque externe. Alors une autre imagerie. Ça sont des images de scanner. Alors voilà, la structure osseuse avec les membres inférieurs, les genoux, le bassin, et voilà l'opacification artérielle qui arrive. Et vous voyez qu'il y a une perte d'opacification au niveau de la fémorale inférieure, superficielle, et des anomalies au niveau des vaisseaux du pied. Alors, ce scanner donc donne des images extrêmement précises. La résolution temporelle donc est passée à 0,2 secondes. La résolution spatiale aboutit vers les 300-500 mu. Et il y a des perfectionnements actuels sur le scanner, dont je cite simplement un seul, l'imagerie spectrale. Eh bien, il s'agit de quoi? Il s'agit d'obtenir une double énergie, soit par 2 tubes, soit par des systèmes qui permettent de faire bouger rapidement un tube ou un système d'épaisseur des détecteurs. Eh bien, cette imagerie spectrale va améliorer le signal sur bruit, puisqu'on va avoir du même organe 2 imageries, 2 absorptions, une absorption en haute énergie, une absorption en basse énergie, et ça va améliorer le signal sur bruit, et ça va optimiser les produits de contraste, et en particulier l'infusion de produits de contraste lorsqu'ils sont injectés dans les vaisseaux. Et vous avez ici, par exemple, l'image d'un AVC au début, où vous voyez qu'il y a une zone qui est une zone rouge, qui est une zone qui est mal vascularisée par rapport au reste, chose que l'on ne voyait pas jusqu'à maintenant sur les scanners en immédiat. Alors l'IRM, le principe de l'IRM, très rapidement, parce que c'est très compliqué, et puis il faudrait presque une journée pour parler de l'IRM. Eh bien l'IRM, on met le patient dans un champ magnétique assez fort, qui va de 0,5 à 3 Tesla, et la majorité c'est 1,5 Tesla. C'est un aimant supraconducteur qui permet d'avoir ce champ magnétique. Le malade est mis dans ce champ magnétique, et un moment magnétique des atomes d'hydrogène qui vont s'orienter dans le champ immédiatement, et puis ces atomes d'hydrogène, ils ont un spin, ils ont une vitesse de rotation sur eux-mêmes avec une fréquence. C'est la fréquence de l'Armor. Eh bien, si on connaît cette fréquence, on va envoyer un signal de radiofréquence qui va rentrer en résonance avec la fréquence des spins, les basculer à 90 ou à 180 degrés, et lorsque ces atomes reviennent à l'état normal, ils vont émettre un signal qui est le signal IRM, et qui va être enregistré par la machine à partir de la même antenne qui a envoyé le signal de radiofréquence. Alors, c'est simplifié, mais il y a beaucoup de complexité au niveau des séquences, au niveau du recueil du signal, parce que le recueil du signal est très important de le recueillir rapidement. Alors on utilise l'espace de Fourier, on utilise beaucoup d'éléments pour permettre de recueillir ce signal et de reconstruire l'image. Et l'image est très originale parce que, bien sûr, elle est fonction de la teneur en eau des organes, et elle est très originale, en particulier par tout ce qui est neuroradiologie, ostéo-articulaire, etc. Et on peut utiliser un produit de contraste pour sensibiliser l'image, qui est du gadolinium. Alors le PET scan, pour en terminer. Eh bien, le PET scan, c'est un rayonnement par un atome radioactif, le fluor 18, qui est lié à une molécule de désoxyglucose et qui forme le 18-FDG, que l'on va injecter par voie veineuse chez le patient. Et pour faire simple, on peut dire que les tumeurs cancéreuses adorent le sucre, donc elles vont capter
ce sucre qui arrive, qui n'est pas du vrai sucre, et qui, n'étant pas du vrai sucre, ne va pas être métabolisé par la cellule. Il va rester sur la cellule, ou du moins sur le cancer. Et donc, si on a un système de détection pour localiser l'émission radioactive, eh bien, on localise l'émission radioactive du cancer en question. Alors, le PET scan, au départ, c'était des caméras scintigraphiques qui le prenaient, et puis on a trouvé que c'était beaucoup plus utile de coupler PET scan et scanner X, parce qu'on va allier l'image morphologique et l'image métabolique, et ensuite on va pouvoir faire un calcul du coefficient d'atténuation beaucoup plus précis grâce au scanner pour apprécier l'émission radioactive. Alors le PET scan peut utiliser d'autres produits que le F18DG, par exemple le F-choline dans le cancer de la prostate, le F-dopa dans les tumeurs carcinoïdes, en neuroradiologie, le diédhydride gallium dans les cancers de la prostate, la détection des plaques amyloïdes. Actuellement, on est en train de faire des détections au niveau de la maladie d'Alzheimer en détectant les plaques amyloïdes chez certains patients. Le rubidium pour la perfusion myocardique. Alors voilà encore une image, disons Voilà une image, si vous voulez, qui vous montre, alors là, le cœur, vous voyez, on est rentré par le grille costal, et puis on arrive sur le cœur, et puis on enlève les cavités cardiaques, et on sélectionne les artères coronaires, vous voyez. Alors c'est formidable, on voit les coronaires beaucoup mieux qu'en coronarographie. C'est une image que l'on acquiert par le coroscanner. Alors les coronaires, on les voit très bien par le coroscanner. Regardez la précision. Avant, on disait, il ne voit pas les petites artères. Regardez toutes les diagonales. C'est formidable, la précision qu'on peut avoir. Donc, les artères coronaires sont très bien vues par le coroscanner. Et puis, le coroscanner a en plus l'intérêt de voir la paroi des artères coronaires, ce que ne voit pas la coronarographie. Par exemple, ici, vous voyez, cette paroi, c'est une paroi, il y a de la graisse. Cette graisse, ça correspond à une plaque molle, car l'athérome passe par deux phases. C'est un peu schématique, mais passe par deux phases. Une phase où il est mou, comme une espèce de plaque molle, et puis cette plaque va s'indurer, devenir fibreuse. Au moment où la plaque est molle, si jamais elle se détache, elle va boucher totalement l'artère, et c'est la mort subite. Et ensuite, lorsqu'elle va devenir fibreuse, ça va donner l'angor, si vous voulez, l'angine de poitrine, etc., car évidemment, le risque de mort subite est moins grand. Néanmoins, on peut avoir de combiner les deux. Mais retenez que le scanner montre la paroi des coronaires. Ça peut contrôler, bien sûr, les stents qui ont été mis, vous voyez, les petits ressorts qui ont été mis dans les artères coronaires. Contrôler les pontages. Voilà, donc l'intérêt du coroscanner, qui indiscutablement est un examen de référence. Alors l'IRM a l'intérêt dans le cœur en étudiant le myocarde. En effet, le myocarde est bien étudié par l'IRM, il étudie la cavité cardiaque, permet de faire, disons, un cathétérisme, l'équivalent d'un cathétérisme cardiaque, et surtout, un effet très intéressant en ce qui concerne l'infarctus, c'est que si on injecte du gadolinium, et s'il y a une partie nécrosée du myocarde, eh bien le gadolinium va se trapper, va se mettre dans la partie nécrosée, permettant de faire une appréciation des dégâts myocardiques. Voilà, par exemple, vous voyez, c'est un cœur qui est vu par la pointe, ce qu'on appelle une vision en œil de bœuf. Eh bien, on voit ici que sur la contractibilité, là où c'est tout en couleur, on voit toute une région qui se contracte mal. Et quand on passe à l'IRM, on voit qu'il y a un trapage du gadolinium, donc c'est une lésion qui est nécrosée. On a comme ça un bilan très précis des lésions myocardiques. Alors, pour terminer, quelques images du cancer bronchique. Eh bien voilà un cancer bronchique assez volumineux, dont le diagnostic, vous voyez, a été fait par ponction. Vous voyez l'aiguille qui rentre dans le cancer et qui permet de faire le diagnostic. Très souvent, la ponction permet de faire le diagnostic des cancers quand la fibroscopie est assez souvent négative. Voilà par exemple une vision d'un cancer en endoscopie virtuelle, bronchoscopie virtuelle faite par le scanner. Vous voyez ici, on est au niveau de la carène, c'est-à-dire la division entre bronche souche droite et gauche. Et vous voyez la grosse tumeur qui apparaît dans la carène et qui correspond donc à une tumeur bronchique. Et si vous faites pour le même malade une étude en 2D, vous pourrez apprécier très facilement la distance de cette tumeur par rapport à la carène. Alors là, c'est intéressant, vous voyez, c'est du PET scan. Voilà, un cancer bronchique,
Hein, vous voyez le gros île droit. Et puis quand on fait le PET scan, hop, le cancer évidemment s'illumine. Il s'illumine, il devient très dense. Et puis, hop, et un petit ganglion qui s'illumine de l'autre côté, vous voyez. Et ce petit ganglion, on ne l'avait pas retenu sur le scanner. Et c'est grâce au PET scan qu'on le voit bien et qui correspondait à une métastase ganglionnaire, ce qui modifie bien sûr le schéma thérapeutique. Voilà des images de destruction osseuse de volumineux cancer de l'apex. Voilà des images de Claude Bernard Horner pour un cancer de Pancos-Tobias, qui est bien vu par l'IRM au niveau de l'apex droit. Et voilà une ponction diagnostique réalisée pour faire le diagnostic histologique de ce type de cancer. Alors là, c'est un autre aspect de la radiologie interventionnelle. Vous voyez, c'est un syndrome cave, un cancer qui obstrue totalement la veine cave supérieure. Eh bien, on met ici, vous voyez, une endoprothèse qui va être mise et qui va permettre de reperméabiliser la veine cave supérieure. Alors là, regardez, c'est intéressant aussi. Vous avez un cancer bronchique, vous voyez, sur le schéma du milieu, un cancer hilaire droit. Eh bien, le PET scan, qu'est-ce qu'il nous montre? Hop, vous voyez, au-dessus du rein gauche, une hyperfixation qui correspond à une métastase surrénalienne. Donc, en fait, le PET scan nous amène un diagnostic, disons, un bilan extrêmement précis du cancer. Alors, il ne sait pas à 100%, hein, il y a des faux positifs et des faux négatifs en PET scan. Mais enfin, dans l'ensemble, c'est pour ça qu'il ne faut pas d'ailleurs récuser une intervention possible si on a une fixation ailleurs qu'au niveau de la tumeur. Mais néanmoins, ça attire l'attention sur une potentialité de métastase. Métastase cérébrale, bien vue par l'IRM. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire en démonstration. En ce qui concerne alors l'équipement de Montpellier, eh bien pour le Grand Montpellier, alors les plateaux techniques sont au CHU et pour les privés, les radiologues privés. Disparition des cabinets de proximité, en effet. On regroupe évidemment toute cette imagerie qui est lourde par le prix, lourde par l'entretien, etc. On la regroupe sur des plateaux d'imagerie. Donc des cabinets de proximité n'ont pas tellement de raison d'être. Généralisation des PACS, c'est-à-dire des archivages numériques avec correspondance entre les différents groupes, de telle sorte que si on a un malade, par exemple, si un malade vient en consultation, on a immédiatement toute son histoire et toutes les images des examens qu'il a eus. Le parc actuel à Montpellier, 20 scanners, donc un scanner pour 45 000. En France, c'est 1 sur 100 000. 13 IRM, donc une IRM pour 70 000, 1 pour 100 000 en France, 3 PET scans, ce qui est pas mal. Mais alors il faut considérer quand même que Montpellier draine plus que le Grand Montpellier et qu'il y a des malades qui viennent d'autres régions que le Grand Montpellier. Donc il y a plus de malades que prévu et donc on est pas mal équipé, hein, surtout au scanner. Mais il est évident que Montpellier est pas mal équipé, mais que par rapport à la moyenne européenne, elle est moins bien équipée, par exemple, que l'Allemagne ou que des pays européens. Alors l'avenir, c'est difficile à dire l'avenir. Hein. Alors l'avenir, en premier lieu, évidemment, c'est l'amélioration des techniques actuelles. Hein. On va améliorer encore la résolution spatiale et temporelle. Est-ce qu'on arrivera à avoir en micrométrie, à avoir une anapate macroscopique, pratiquement in vivo des patients? On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Par exemple, au niveau du poumon, dont je m'occupe, on voit l'interstitium pulmonaire, on voit des maladies interstitielles qu'on n'a jamais vues in vivo avant. Donc on n'est pas loin de l'anatomie macroscopique in vivo. Alors, caractérisation tissulaire, ça c'est le vieux rêve, c'est la pierre philosophale. On dit on va caractériser le cancer, etc. Peut-être qu'il y en arrivera, je ne sais pas. Métabolique et fonctionnel, et puis peut-être il y aura de nouvelles modalités. Moi, je me rappelle quand le scanner est arrivé, on était avec l'arthéographie, on faisait beaucoup d'arthéographie avec Jean-Louis Lamarck, et puis on nous a dit, il y a le scanner qui est arrivé, on a dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand on a vu le scanner, on est tombé, les bras nous sont tombés devant la qualité des images, etc. Donc, est-ce qu'il y aura une nouvelle modalité, autre que l'IRM, le scanner ou le PET scan? Ça, c'est difficile à dire, mais bon, il faut l'espérer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup à tous les deux pour ce panorama qui est très impressionnant. J'avoue que les images 3D sont extrêmement impressionnantes de précision.
C'est presque un peu angoissant quand on n'est pas spécialiste de cette question-là. On se demande mais jusqu'où, effectivement, jusqu'où on ira et finalement quel type d'usage. Et les questions que moi j'avais envie de poser, c'était, j'ai le sentiment de cette articulation, et ça je trouve que c'est un point extrêmement positif, entre la technologie, la science, la médecine étant bien entendu une science, mais aussi les domaines scientifiques, et vous l'avez bien montré avec les articulations avec la physique notamment, mais pas exclusivement, que l'avenir dans nos différentes disciplines, c'est ces articulations-là qui ont du poids, et vous avez montré à quel point c'était là important, et d'autant que l'aspect pratique, et on voit que immédiatement il y a une application pratique, mais quid de la formation des étudiants dans cette technologie qui va de plus en plus vite, me semble-t-il. Moi, je ne connais rien à la médecine. Ces images-là, heureusement, vous les avez décrites. Je suis tout à fait incapable de lire une image comme là. Il y a un savoir-faire, il y a tout un pan théorique à la lecture et à l'appréhension de ces nouvelles technologies et des images. Donc, c'est vrai que les questions qui me viennent sont plus en prise avec, bien dans les cursus, j'imagine que tout cela est pris en compte, mais une technologie qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus précise. On est content d'être à Montpellier en vous entendant. On va rester ici. On est plutôt mieux équipé, mais comment tout cela est pris en compte, même quand on est soi-même praticien, parce que j'imagine que vous avez eu des surprises vous aussi au cours de votre carrière, vous l'avez dit, et de cette évolution assez forte dans la technologie et dans l'appréhension finalement de cette science qui va très vite. Comment est-ce qu'on peut le prendre en compte pour quand on est praticien, mais aussi quand on est pour un étudiant? Oui, tout à fait. La pédagogie se fait au niveau des étudiants, évidemment, qui font la spécialité. Et puis se fait au niveau de nous-mêmes, parce qu'il y a une formation médicale continue qui est très active à Montpellier en radiologie, que nous avons dirigée avec Élisée Lopez, et que nous avons créé. Nous avons créé la formation médicale continue en radiologie. Donc c'est vraiment très important, elle est très suivie, et ça permet la mise, disons, au point permanente, quand en effet, toutes ces nouvelles techniques, il faut se tenir au courant et avoir la possibilité de les étudier. Mais Monsieur Lamarck, pourrait dire quelque chose. J'ai envie que tu veux dire quelque chose. Alors je dirais en avant. Bien, alors j'ai entendu parler de tas de choses. C'est vrai que j'ai passé 50 ans de médecine hospitalo-universitaire. J'ai actuellement 85 ans. Je ne suis jamais à la retraite. Je continue à faire des conférences quand on veut bien me donner la parole. Et il est vrai que les gens redoutent, quand ils me connaissent, que je ne la lâche pas. Ils ont peur que je prenne trop la parole. Alors parlons de l'imagerie. L'imagerie, je l'ai vécue comme une période de pionnier. Je vous rappelle que le premier électroradiologiste, c'était Marat, le fameux père de la nation, qui était médecin et électroradiologiste. Il traitait par l'électricité les patient de son maître qui était un noble, et puis après il a viré dans la Révolution. Donc l'électroradiologie, c'est une œuvre de physique, c'est de l'électricité, ce n'était pas des médecins, c'était des physiciens. C'est pour ça qu'ils se sont tournés ailleurs. Mon père était prof de physique, il adorait faire des problèmes de mathématiques lorsqu'il était à la retraite, il jonglait avec les chiffres, c'était un plaisir. Ça a eu un énorme avantage pour les pionniers comme lui, pour la radiothérapie, mais ça a eu un énorme désavantage de conserver toujours cette mentalité que nous étions des poseurs de sonnettes, des incapables et surtout pas des médecins. Donc ça a été un calvaire pour mon père, élève de Bergognier, d'avoir des patrons de clinique. Ça a été un calvaire pour moi d'avoir des patrons de médecine et de chirurgie qui ne croyaient pas en nous. Ça a été un calvaire pour toi d'être reçu, pour toi, Élisée, par tous ces gens qui me prenaient pour des crétins, c'est-à-dire non anciens internes, non cliniciens. Donc première chose fondamentale qui a changé, on a mis tout ça au pas en disant il n'y aura plus de radiologistes, il n'y aura plus d'électroradiologistes, il y aura plus tard des imageurs, mais il y aura d'abord des internes des hôpitaux qui sont comme tous les internes des hôpitaux, qui ont fait de la chirurgie, qui ont fait de la médecine, et ils font de l'imagerie. Ça a été le fondamental d'une pensée que j'ai menée toute ma vie dans un combat funeste, où on me claquait les portes, où on disait que c'était faux, etc. Ne croyez pas qu'en médecin, il y a eu autre chose que de la haine et du mépris permanent, et encore plus à la faculté de médecine, car se heurtaient des gens qui savaient, et il y en a d'autres qui ne savaient rien. Donc entre celui qui ne sait rien, mais qui a le pouvoir, et celui qui sait et qui ne l'a pas, obligatoirement, il y a des frictions très lourdes.
Alors ensuite, je dirais, dans les nouvelles modalités, il y avait une philosophie qui nous guidait, en tout cas qui me guidait à moi, et les 30 agrégés de radiologie qui ont été nommés grâce au professeur Fishgold, roumain, mais gaulliste, qui a permis à la France de rattraper son retard et qui a créé 33 postes de radiodiagnostic dans lesquels il y avait le mien. En 1966, c'était l'article 66. Et donc j'ai quitté la cancérologie dont j'étais assistant et je me suis jeté dans le radiodiagnostic. C'est vous dire, il fallait un gros balai dans cette écurie d'OGEAS. C'était effrayant. Bon, mais il y avait une grande idée. L'image est une image. Sur le film argentique, vous voyez du blanc et du noir et des choses qui se superposent. Vous ne dissociez pas les choses. Cette radiologie, c'est vrai, était méprisée parce qu'ils ne comprenaient pas. Et ceux qui la voyaient ne comprenaient pas, ne voyaient pas l'anatomie. Il fallait un art de l'interprétation. D'ailleurs, comme l'anapath, on interprète en radiologie en permanence. Mais le radiologue, on discute son diagnostic, l'anapath, on ne discute pas. Et pourtant, il y a aussi un grand nombre d'anapathes qui sont nuls et qui interprètent donc des choses fausses, comme il y a énormément encore de radiologues nuls qui se trompent dans l'interprétation des standards. Donc il fallait des techniques qui aient une notion précise de la détection, c'est-à-dire le diagnostic précoce d'une anomalie, détection, c'est ce qu'il vous a montré tout à l'heure, et une qualification. Cette détection, il y a une anomalie dans le foie, mais c'est un kyste, mais c'est une tumeur maligne, mais c'est une tumeur, c'est un peu de foie graisseux, etc. Donc entre détection précoce et, j'allais dire, caractérisation tissulaire, ça a été la grande lutte pour mettre tout ça au point. Je vous rappelle simplement dans l'histoire, je n'irai pas plus loin, que le premier scanner français corps total a été installé dans mon service et à ma demande à Saint-Éloi en 1975. Il faisait une coupe en 5 minutes. Et que nous avons vu les premiers résultats avec mon ami Lopez et avec le professeur Daudelinger, un de mes élèves qui est actuellement à la retraite et qui était en Belgique, on sautait de joie. On sautait de joie, on s'embrassait, on disait on voit l'intérieur du foie des petites images. 5 minutes pour avoir cette image. Et j'avais la chance d'avoir cet appareil parce que personne n'y croyait. Aucune industrielle française n'y croyait. Il a fallu qu'on importe, pour moi, un appareil par la Société française de radiologie, qui s'appelait la CGR, que j'ai expérimenté pendant 3 ans pour l'État. Et j'ai dit oui, le scanner, personne n'y croyait. Personne. Ça a été la même chose pour l'IRM, ça a été la même chose pour les scanners rapides, ça a été la même chose pour tout. Nous n'étions pas prêts, nous avions loupé en France la numérisation. Nous avions complètement loupé la numérisation. Ce retard nous a été fatal, a fait disparaître CGR, a fait disparaître Thomson, et nous sommes tombés dans les bras de ceux qui construisaient. Ma première IRM, on parlait de la force, c'était une Française, je l'ai eu aussi à première dans la Péronie. Cette première IRM faisait 350 gosses. Aujourd'hui, pour avoir un bon appareil, il faut 1500 gosses. On a mis 11 ans à faire passer le message qu'il fallait des hauts champs. Et on nous disait non, avec 200 gosses, ça suffit. Non, pour la qualification, pour la rapidité, pour les évolutions. C'est ça cette bataille permanente. Et aujourd'hui, nous nous trouvons au bout. Donc je vous résume tellement de choses comme la création de tout ce qui a été fait à Montpellier, avec des grands directeurs d'hôpitaux comme M. Bénèche et des ennemis majoritaires parmi le corps médical et universitaire, majoritaires. Il a donc fallu, pour faire un certain nombre de choses, se tourner vers des amis qui n'étaient pas médecins et qui étaient des politiques. C'est ainsi que je me suis tourné vers l'équipe du maire de Montpellier, Fraîche. Je salue M. Vézinet, le bras droit et mon ami de M. Fraîche à cette époque, qui m'a soutenu pour monter les grands plateaux d'imagerie. Tout le monde était contre. Et vous aviez le délégué de l'État sur FR3 qui disait « Oh, un scanner pour 1 million d'habitants, ce sera largement suffisant. Monsieur Lamarck est très énervé. Non, 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 non. » Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un scanner pour 100 000 habitants, ça devrait tout remplacer. En effet, nous arrivons à un nouveau dilemme dans cette course technique et technologique fantastique. Le heurt pour les praticiens de s'équiper en permanence. Ils ont le scanner, on leur dit « Attendez, c'est fini le scanner, c'est l'IRM. Ah, mais l'IRM, il faut l'associer au PET-scan, etc. » Ils n'ont pas encore remboursé leur matériel, que déjà, il faut qu'ils en produisent un autre. Ça, c'est l'impact négatif dans l'industrie de ces techniques fantastiques. Eh bien, aujourd'hui, on a le droit de dire, par exemple, que l'IRM peut tout remplacer. Je ne veux pas faire la pitié de Dolph. Je dis seulement que je suis totalement persuadé qu'enfin le rêve de tout médecin qui, à part examiner le malade, m'y introduit un tuyau dans tous les orifices, y compris rectal, dans les narines et tout, regarder l'intérieur du corps, il faut qu'il regarde tout le corps ensemble. Et il dira, passez derrière ce rideau, je vais vous faire une IRM corps total, et je verrai tout, la prostate, les surrénales, etc., tout ce qu'il vous a montré. C'est le rêve de tout médecin. Et nous l'avons à notre portée. L'IRM, déjà, a une valeur prédictive positive
de 100% et une valeur positive négative de 100%. Personne ne croit. Parce qu'il y a des gens qui font de mauvaises IRM ou qui n'y croient pas et qui n'ont pas suffisamment accès à l'IRM. Ce qui veut dire que cette machine non irradiante, attend l'arrivée de produits de modificateurs et probablement des produits à base génétique qui se fixeront sur les tissus pour faire à la fois un diagnostic rapide de tout le corps en une seule fois, c'est-à-dire en un quart d'heure de la racine des doigts de pied à la tête. Ça, c'est à notre porte. Encore faut-il qu'on y croie et encore faut-il qu'on le veuille et que les industriels se rendent compte que tout le monde le voulant, ils vont pouvoir faire du pognon en vendant et en fabriquant. Et donc je me suis adressé pour réussir à tout ce que j'ai fait au pouvoir. Le pouvoir est dans les mains des politiques et des industriels. Les deux m'ont aidé. Et si j'ai pu faire en particulier le dépistage du cancer du sein, c'est grâce à Georges Frêche, grâce à André Vézinet et grâce à toute une équipe qui m'a cru contre tout le monde, les corps constitués, l'évêché y compris. Donc, oui, l'évêché et le Grand Orient de France ont répondu, on ne peut pas vous soutenir à moi. Et le professeur Lévy me l'a dit, président du Grand Orient de France. Et l'évêque de Montpellier aussi, on ne peut pas. Non, c'est trop compliqué. Nous ne nous investirons pas dans votre action de dépistage. Il faut le faire quand même, ça. Professeur Lévy, merci, monsieur, président du Grand Orient de France. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oui, je m'arrête. Vous me demandiez de faire l'avenir, je dirais simplement, c'est pour ça qu'on ne m'aime pas. L'avenir est à votre porte, simplement il faut que vous sachiez vaincre les résultats, les oppositions, et je pense que tout ce que vous a montré Jean-Paul Sénac et tout ce que nous vous montrerons sera à l'importance. Merci pour ce témoignage, merci pour votre combat, parce que je pense que c'est un combat qui a du sens et dont vous montrez avec votre dernier message l'aspect positif. C'est vrai qu'aujourd'hui, la science ne se fait pas dans une tour d'argent. C'est vrai qu'on est en lien avec les institutions, qu'il y a des orientations qui sont données et il y a des politiques de recherche avec des choix qui sont faits à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, et que les orientations qui sont prises dépendent d'un certain nombre de choix politiques, d'un certain nombre de choix économiques dont on ne peut pas faire aujourd'hui abstraction. Et vous avez bien fait, monsieur, sur le territoire montpelliérain, de contacter Georges Frêche, qui a eu sans doute une écoute à ce propos. Donc voilà un combat qui valait la peine et dont on voit finalement qu'il a amené à la situation qui a été parfaitement décrite tout à l'heure par nos conférenciers. Merci à vous trois. Alors, peut-être quand même, on peut prendre 1 ou 2 minutes pour une question. Jean-Pierre, tu ne voulais pas faire une petite insertion ? Est-ce qu'il y aurait, alors disons, une seule question, comme ça on tiendra vraiment le temps. Une question. Voilà. Sans être médecin et sans être un spécialiste de l'imagerie, j'ai souvent entendu vos confrères ou des physiciens du domaine me parler en détail de ces affaires-là. Et une question qui m'interroge toujours est de dire, là où il y a un malade, un bon médecin qui sait bien lire des images, un radiologue et les machines appropriées, on peut vraiment régler un problème incroyablement bien, j'en suis vraiment absolument convaincu. Seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de médecins et il n'y a pas toujours les meilleurs instruments appropriés. Comment appréhender cette problématique quand même importante pour la santé publique, cette fois-là, en termes de santé générale de la population française, même au dehors de Montpellier? En ce qui concerne, si vous voulez, la question que vous posez, premièrement sur la qualité des médecins. Bon, il y a une qualité qui est maintenue par justement la FMC, la formation médicale continue, et puis les études de radiologie quand même, où on essaye de former des médecins qui sont capables de répondre à la demande. Deuxièmement, en ce qui concerne les technologies et les protocoles, l'apparition de la nouvelle imagerie, le fait qu'elle se généralise partout. Par exemple, tous les scanners sont des scanners spiralés actuellement. Il n'y a pas un scanner qui n'est pas spiralé, que ce soit au fin fond de quelques provinces ou même dans les dom-toms ou ailleurs, tous les scanners sont spiralés. Donc ils sont tous capables de faire du coroscanner, par exemple. L'IRM, il y a des appareillages d'IRM qui sont des appareillages de recherche, mais dans la majorité des cas, les 1,5 Tesla sont diffus dans toute la France. Donc en fait, les appareillages sont assez cohérents et le parc est assez homogène.
Les protocoles que nous avons sont des protocoles qui sont aussi déterminés par des études qui ont été faites par les maisons de radiologie, etc., qui nous permettent, en appuyant sur un bouton, d'avoir le protocole qui arrive immédiatement. Il n'y a pas de recherche particulière pour essayer de faire ceci, cela. Donc cette protocolisation, cette homogénéité du parc, et d'autre part la formation des médecins, fait que ce soit au fin fond de quelques provinces, je ne veux pas dire de nom parce que ce serait insultant, mais que ce soit à Montpellier, à Lyon ou à Paris, on traite à peu près les malades de la même façon au point de vue du diagnostic. Donc justement, cette nouvelle imagerie a homogénéisé et rendu protocolisé les explorations de façon à ce que l'on a à peu près les mêmes résultats un peu partout. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Dangereux. Une société oblige. Le dépistage a créé ce qu'on appelle le contrôle de qualité, car on est toujours persuadé qu'on est le meilleur dans toutes les conditions. Eh bien, le contrôle de qualité nous est venu du Nord, et en particulier, on a beaucoup travaillé avec les Hollandais et les Suédois. Lorsque le dépistage, il a fallu homogénéiser la qualité de la lecture et des lecteurs. Ils ne devaient jamais se tromper. Et la qualité du matériel, qui était contrôlé tous les jours, 2 fois par jour, par des gens compétents pour voir l'incidence, etc. Ça, de là est né l'enseignement, qui d'ailleurs s'est fait dans mon institut, qui instille toujours, c'est-à-dire l'enseignement permanent de la qualité en radiologie, l'évaluation des méthodes, et vérifier en permanence si celui qui était bon lundi était toujours bon mardi, en voyant ses diagnostics et contrôlant son évolution. Ça, c'est un phénomène très particulier à notre société médicale qui s'est développé en 20 ans à la société médico-radiologique ou médico-d'imagerie. Ce côté-là, soyez totalement rassurés. Donc celui qui fait une erreur, c'est vraiment qu'il le veut, ou qu'il ne le sait pas, ou qu'il n'a pas fait. Et ils sont minoritaires.